Ça ira mieux pour l'obligatoire. Bonjour à tous et toutes. Je tiens tout d'abord à m'excuser et à vous remercier d'être là. M'excuser, pas d'être là, bien sûr, pour moi, mais parce que j'ai, comme vous avez vu, un petit ennui de calendrier. Je dois faire un certain nombre de cours sur Vesoul qui n'étaient pas prévus, et donc il y a parfois télescopage du calendrier. Je dois filer tout de suite après vous avoir vu ce matin. Donc, au lieu d'avoir deux groupes, 10, 8, 10, 10, 12, eh bien, j'ai demandé à ce que vous soyez tous rassemblés ici pendant ces 2 heures. Alors, je vous propose pour aujourd'hui 2 activités. Une première activité qui consistera à s'interroger en termes d'oral sur les dispositifs pédagogiques. Nous avons travaillé jusqu'à présent sur plusieurs documents, en particulier sur des copies d'élèves, c'était lié à la description, copies d'élèves liées à la correction. C'est la dernière fois que nous allons regarder, là, pour l'instant, des copies d'élèves. Nous allons, je vous ai distribué des recettes de cuisine, donc un texte injonctif. Je le refais passer, si certains l'ont oublié, vous en reprenez un ou vous suivez avec votre voisine. Et en tête de cette feuille, j'ai mis un certain nombre de questions qu'il est prioritaire de se poser lorsqu'on étudie un produit pédagogique. Ce produit pédagogique, il a été l'objet, puisque c'est une production d'élèves, il a été l'objet d'une fiche de préparation. Il a été l'objet d'une anticipation. Il a été l'objet d'une pensée de celui qui a réalisé cet exercice. Celui qui a réalisé cet exercice, il a inscrit ce résultat que nous avons sous les yeux, il l'a inscrit dans une programmation. Alors la question, c'est quelle est cette programmation? Ça, c'est la question importante à se poser. Et il y a toutes sortes de pièges possibles. Et ce document manifeste un de ces pièges, c'est le fait que les énoncés pourraient nous faire croire que nous sommes dans une séance d'art plastique, et de fait, nous sommes dans une séquence. Il y a un objet, un objectif en fin de parcours et un objet. On lui donne un peu du sens à cet objet puisque c'est un cadeau pour la fête des mères. Ça nous indique que nous sommes en fin d'année. Ça nous indique que nous sommes dans une situation où ce que nous allons voir ici s'inscrit dans une pensée qui est une pensée donc plutôt d'art plastique. Mais, et c'est là la difficulté ou l'intérêt de ce support, c'est que l'enseignant finalement nous propose une séance qui, comme bien souvent, est au croisement de plusieurs séquences. Nous verrons ça lorsque nous étudierons l'écriture en sciences. On va faire ça en décembre, l'écriture en sciences. Quand on propose une expérimentation scientifique, on a besoin de mobiliser des compétences langagières, des compétences lexicales, des compétences d'écriture. Et ces compétences d'écriture, on ne peut pas les mobiliser en même temps que l'on est en train de mobiliser la manipulation des objets. Donc il faut que la séance, qui soit la séance X ou Y d'expérimentation, elle ait acquis un certain nombre de domaines langagiers pour pouvoir être réalisée et être analysée. Et ici, nous avons une séquence qui est une séquence d'écriture. Et cette écriture, c'est le texte injonctif. Alors, je réponds à une question. C'est pourquoi est-ce que je considère que ici, c'est la première dans ce sens-là, et pourquoi je considère que c'est la dernière dans ce sens-là. Autrement exprimé, pourquoi je considère que c'est la première séance de la séquence d'art plastique, pourquoi je considère que c'est la dernière séance de la séquence d'écriture, et je précise, c'est une écriture sur le texte injonctif. Pourquoi? Comment je le sais? Eh bien, je le sais tout d'abord pour l'art plastique par le dispositif qui nous est décrit. Le dispositif qui nous est décrit, c'est une situation dans laquelle l'enseignant dit « Je vais vous montrer comment on fabrique de la pâte à sel ». Sous-entendu, les élèves ne le savent pas. Or, si j'imagine le déroulement de la création d'un objet,
Ici, j'ai les finitions. Ici, j'ai, on va dire, la peinture. Ici, j'ai le modelage. Et modelage, la pâte à sel, c'est une sorte de pâte à modeler qui sèche. Hein, voilà, c'est ça l'idée, c'est la pâte à modeler et le plâtre. Et on le fabrique et il sèche. Donc, on le fabrique et on le modèle, on le sculpte. Donc, si on en est à un épisode, regardez comment faire, ben, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas encore fait eux-mêmes. C'est pas la peine de leur montrer comment on fait s'ils l'ont déjà fait. Et puis, s'ils en sont à la peinture, aux finitions, finition d'ailleurs, je dirais ça plutôt comme ça, plutôt que le verbe. Et nous sommes évidemment dans une situation très initiale. Et pourquoi je considère que dans l'écriture, c'est la fin? Eh bien, pour une raison tout aussi simple, c'est que je regarde le produit fini. Le produit fini, c'est-à-dire l'écriture des élèves, ainsi que la consigne. La consigne, elle est d'un rare vide. Faites attention à la présentation. Si on dit que ça, c'est que les élèves ont soit aucune connaissance du début, donc le texte sera nul en termes de réussite, soit, dernière solution, ils savent tout, on leur dit, bah, respectez la règle, et le texte sera bon. Alors je lis ce que j'ai sous les yeux, et je me dis qu'effectivement, c'est quand même pas mal. On est sans doute dans une situation vers la fin. Alors, quand je dis pourquoi, je rajouterai quand même une séance après dans la séquence d'écriture, parce qu'il y a toujours, évidemment, une phase de correction. Quand on demande aux élèves d'écrire, correction, remédiation, toujours une phase dernière d'utilisation de l'objet, écrit, modification, transformation. Donc, je suis sur une fin et sur un début. Mais quand je peux imaginer donc la fiche de préparation spécifique de cette séance-là, je vais la penser plutôt dans l'axe c'est une fin, parce que ce dont il s'agit ici, c'est de l'écriture. C'est de l'écriture. Si les élèves, on leur donnait une recette sur papier et qu'on leur disait, à partir des injonctions que tu as là, arrives-tu à faire de la pâte à sel? Ils seraient tous les mains dans la farine, ils seraient tous en train de lire, regarder, mais là, on serait plutôt dans une séance, dans cet axe-là, art plastique. Et donc, je dirais, c'est une séance dans laquelle on s'appuie sur la lecture pour réaliser quelque chose. Donc, ce n'est pas véritablement de la lecture le point essentiel, c'est le transfert entre j'ai un ordre et je dois faire une action. Ce serait plutôt dans l'axe réalisation. Là, c'est dans l'axe écriture. Donc, je vais faire une fiche de préparation qui ressemble à une séance d'écriture. Le jury, il va se demander comment vous gérez les indices. Faites des mères, indices. École rurale, indices. Certains indices ne servent à rien, mais d'autres sont extrêmement porteurs de sens. Une fiche de préparation, donc. Cette fiche de préparation, elle va nous dire que nous sommes dans une séquence croisement art plastique, écriture du texte injonctif. Si je regarde la séquence d'art plastique, j'écris vite, hein, donc voilà, les orthographes, les séquences d'art, on est première séance, découverte de la pâte à sel, et puis séquence d'écriture, on est avant-dernière séance, écriture d'un texte.
Pourquoi je le répète jeudi avant-dernière? Jeudi avant-dernière, parce qu'il y en aura une de remédiation nécessairement. Il y a un moment où on va corriger. Alors, la dernière, elle peut durer un quart d'heure, elle peut durer 1 heure. Tout dépend comment on souhaite faire les remédiations sur une écriture. Ça, c'est un sujet qu'on abordera au semestre suivant. Quand les élèves ont produit quelque chose, que vous avez à corriger ce quelque chose, mais surtout à faire progresser les élèves, quels sont les grands éléments à respecter? Semestre suivant. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est ma séance, la séance. Ma séance ici, elle sera donc 4, 5, 6, je ne sais pas quel nombre de la séance, en tout cas c'est l'avant-dernière. Ma séance donc, écriture d'un texte injonctif, après observation de l'action de l'enseignant. Et là, c'est très important cela de le noter parce que vous ne faites pas l'erreur de croire que c'est les élèves qui agissent. Je vais préparer la pâte à sel, c'est l'enseignant qui agit. Et notre enseignant, lui, il a de la farine sur les doigts. Lui, il a fait des taches d'huile sur sa blouse. Mais pas les enseignants, pas les élèves. Pas les élèves. Matériel. Eh bien, j'ai besoin du matériel, grosso modo, je le fais vite. Du matériel de cuisine. J'ai besoin de l'huile, j'ai besoin de sel, j'ai besoin de farine, j'ai besoin d'un bol, j'ai besoin d'un fouet, éventuellement. J'ai besoin, bon, une blouse, voilà, anticiper, évidemment, ce dont vous avez besoin. Mais je dois réfléchir aussi de la disposition, sur la disposition de la classe, comment j'imagine que nous sommes organisés ici. Évidemment pas comme nous sommes ici. Parce que si moi je fais quelque chose là, ben, le premier rang est bien content, les autres rangs ne le sont pas. Donc nous sommes sur une disposition un peu circulaire, en demi-cercle. Nous sommes un théâtre romain. Les élèves m'entourent comme ça en demi-cercle pendant que moi je tripote la farine. Pourquoi? Ben parce que c'est la logique d'une observation. Disposition de la classe, observation des élèves, répartis en demi-cercle autour de l'enseignant. Et puis, deuxième temps, écriture des élèves, chacun à sa place. Temps 1, ils sont autour de moi. Temps 2, ils sont retournés à leur place. Ce sur quoi je peux aussi m'interroger, c'est sur le type de langage qui est mis en œuvre ici. Type de langage qui est mis en œuvre ici. Vous avez une idée? Observation. Est-ce que c'est du langage en situation ou de langage d'évocation? Deux réponses contraires. Ils sont en observation. Mais que font-ils quand ils sont en observation? J'espère qu'ils se taisent. Parce que si chaque fois que je fais comme ça, j'ai 25 commentaires, ils me disent: oh, t'as de la farine, t'as une tache de farine, oh, attention, elle vit là. Voilà, j'espère qu'ils se taisent quand je fais ma petite soupe. Donc, quand ils sont en observation, ils se taisent. Quand est-ce qu'ils parlent? Et quand je dis parlent, quand est-ce qu'ils utilisent le langage? Eh bien, ils utilisent le langage quand ils sont à leur place. Mais à ce moment-là, ils ne me voient plus. Donc, c'est du langage d'évocation. C'est-à-dire que quand ils sont comme vous assis à leur place, ils n'ont plus de support. Ils ne sont pas en train de parler de ce qu'ils voient. Ils sont en train d'écrire ce qu'ils ont vu. Donc, c'est du langage d'évocation. Et c'est du langage d'évocation à 2 degrés. Hop.
langage d'évocation à 2 degrés. Pourquoi? Eh bien, il y a 1 degré, c'est évocation des actions passées de l'enseignant. Il faut se rappeler de ce qu'a fait l'enseignant, mais il y a un 2e degré d'évocation, c'est qu'il faut se rappeler ce que c'est qu'une recette de cuisine. Évocation de la cohérence de la recette de cuisine. Rappelez-vous la consigne, faites attention à la présentation. À la présentation. Le faites attention à la présentation, dit clairement, puisez dans votre mémoire que. Oui. Je n'ai pas trop compris la nuance entre l'évocation et En situation. en situation, ils font la même chose. Ils peuvent parler dans les deux. Non, ce sont deux types d'activités langagières différentes. En l'évocation, on utilise des compétences qui sont, grosso modo, de 3 ordres, qui sont la temporalisation, c'est-à-dire qu'on est capable de remettre des éléments dans leur chronologie. C'est pour ça que en cycle 1, beaucoup de rituels sont des rituels qui, en soi, n'ont aucun sens. Quel jour sommes-nous? Mais qui, dans les faits, quel moment de la journée sommes-nous? A-t-on déjà fait la récréation ou pas? Est-ce que nous sommes déjà allés en motricité ou pas? Les élèves ne savent pas. Donc, cycle 1. Commencent à le savoir petit à petit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas acquis le système de chronologisation qui est essentiel pour un humain adulte, savoir ce qui est avant et après. Donc, le langage d'évocation, il reposera sur leur capacité ici à dire d'abord elle a fait, ensuite elle a fait, ensuite elle a fait, ensuite elle a fait. Le langage d'évocation, c'est aussi la causalité et l'hypothèse. Et cette causalité-hypothèse, ceux qui sont en cycle 1 parmi vous, qui sont en observation, qui sont en réalisation individuelle, alors ceux qui sont en observation, vous le verrez, mais quand on raconte une histoire aux enfants, et ceux qui sont autonomes, eh bien, il faudrait que vous pensiez à ça, quand on raconte une histoire aux enfants, les pages défilent. Voilà ici, l'ours sort de la caverne. Où est-ce qu'elle est la caverne? Vous la voyez? Comment elle est représentée? Bon. Il faut essayer de faire entrer les enfants dans l'idée qu'il y a des événements antérieurs qui causent la situation actuelle, et puis il y a éventuellement, vu la situation, des éléments qui vont se passer après, des hypothèses. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il est sorti de la caverne? Est-ce que quelqu'un sait? Ce n'est pas sur l'image. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de la caverne? Est-ce que, et puis alors, que vont penser les autres personnages? Là, le lapin, que va-t-il penser quand il voit l'ours arriver? Il va avoir peur? Oui, il va avoir peur, il va se sauver, oui. J'ai un point visuel. Qu'est-ce qui l'a causé? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avant? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après? Hypothèse, causalité. Ça, c'est le 2e grand élément de le langage d'évocation. Et vous voyez que quand un enfant est capable de faire des phrases de 3 mots, quand il est en petite section maternelle, c'est sûr que faire des causalités ou des hypothèses avec 3 mots, c'est un peu compliqué. Donc, quand il est en moyenne section où il fait des phrases de 5 mots, c'est déjà un peu plus simple d'essayer de relier des éléments. Et puis, quand il est en grande section, il fait des phrases de 7 mots, là, on va pouvoir entrer dans ce principe-là. Et puis, enfin, le dernier élément du langage d'évocation, c'est de parler, être capable de parler, écrire, faire du langage, sans support. Donc, sans rien sous les yeux. Donc ici, nous sommes bien sur du langage d'évocation parce que, il va falloir chronologiser ce qu'a fait la maîtresse, ou pas, on verra. Mais en général, une recette de cuisine, avant de mettre au four, on a cassé les œufs et puis mélangé les ingrédients. Bon, bref, il y a sans doute une temporalité plus ou moins. La causalité, l'hypothèse ne sera pas trop présente ici, puisque c'est une suite d'actions.
parler sans support à 2 degrés, ce que j'ai bien décrit ici, parce que les actions sont passées, on ne les a pas sous les yeux, et parce qu'il faut se rappeler ce qu'est le modèle. Alors, par opposition, il y a une forme de langage, c'est pas une opposition, mais enfin, d'un autre côté, il y a une forme de langage qui est plus simple, qui est le langage en situation. Et ce langage en situation, lui, c'est la première capacité intellectuelle que l'on acquiert en tant qu'enfant, parce que c'est la relation entre en fait, la parole et la vue. Nous laissons, avec une vue très, très défaillante, les 3-4 premiers jours, les enfants, ils voient flou, ils ne voient pas très bien. Mais la vue se perfectionne très rapidement. Et puis, nous avons la capacité donc de dire, on va dire, on va exprimer comme ça, dire le présent. Dire le présent. Je fais, je vois, c'est un stylo, c'est un ours, c'est dire le présent. Et ce langage en situation, il repose donc sur un support visible pour parler. Est-ce que vous vous souvenez l'année dernière d'un cours que nous avions fait? C'était une retranscription de séance d'une enseignante qui faisait du jardinage. Elle avait demandé à une employée municipale de venir planter des fleurs dans un bac à fleurs, et la fois d'après, elle essayait de faire parler les élèves sur les outils et les fleurs. Ça ne marchait pas du tout, parce qu'en fait, elle acceptait tout et n'importe quoi. Et puis les élèves lui disent on a ratiné, on a raté, on a, avec un râteau, on a pelleté, on a, puis ça partait n'importe où, dans n'importe quelle direction. Mais il n'empêche que pour pouvoir les faire parler, elle leur avait posé une série de photographies au tableau. C'était du langage en situation, c'était une action passée, donc ça impliquait de se rappeler un petit peu, mais il disait ce qu'il voyait. Donc avec des supports, un ou plusieurs supports. Donc ici, si nous étions dans une situation, dans une écriture de langage en situation, les élèves seraient, comme vous êtes disposés là, je prendrais la farine, je mettrais dans un bol, et je dirais écrivez. Donc, vous écriviez, il met de la farine dans le bol. Ensuite, je prendrai l'huile, hop, écrivez. Et action, action, réaction, en quelque sorte, immédiateté. Mais là, c'est après, c'est en postérieur. On s'interrogera tout à l'heure sur les remédiations, c'est une des questions de mon document. Alors ensuite, comment est-ce que l'enseignant, elle, pense sa séance? La fiche de préparation, plus précisément. Moi, ce que je vous conseille, c'est, en termes de concours, c'est de considérer que vous avez 6 réponses à apporter sur le déroulement d'une séance. La première question, c'est celle du temps. Et dans un cas comme ça, il faut vraiment que vous anticipiez les temps de déplacement. Parce que vous aurez sur une table, dans un coin de votre salle, préparez-vous, anticipez les ingrédients et les ustensiles, bon, ils seront là. Et vous allez donc dire à vos élèves, rangez tout ce que vous avez sur vos tables, vous ne gardez que, et puisqu'on a les documents ici, ça veut dire qu'ils ont fait ça sur une feuille, sans doute, sur un peut-être cahier de brouillon, bon. Vous ne gardez que sur vos tables stylo et le support que vous choisissez. Et après, vous venez tous. Alors, temps de déplacement, consigne, et puis après, temps de retour, et renouveau consigne. Donc, vous avez compris ce que vous devez faire. Vous devez écrire ce que vous m'avez vu faire. Vous devez écrire la recette, comme on fait une recette, comme on fait un texte à jour. Donc, le temps, il y a le temps de déplacement qu'il faut ingérer. Donc, intégrer, pardon, activité de l'enseignant, activité des élèves. J'avais mis support la dernière fois entre les deux, donc on va faire pareil. De quoi j'ai besoin. Attendu, très important les attendus, et remédiation. S'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Là, en l'occurrence, tout ça va aller très très vite.
puisque c'est finalement une activité à peu près en autonomie qui est demandée ici. Hein? On va se consacrer 5 minutes. Collectif oral. Vous allez venir autour de moi. Vous allez observer. Et puis, je vais vite pour aller un peu plus vite, mais vous allez parler de la contextualisation. Dans dans ces 5 minutes, vous allez dire quel sens est-ce que ce que l'on fait, quel sens a ce que l'on fait. Pourquoi vous allez venir? Pourquoi vous allez me regarder? Pourquoi vous allez écrire? Vous allez présenter les 2 séquences. Contextualisation des 2 séquences. Vous allez dire, nous allons commencer la fabrication d'un cadeau. C'est bientôt la fête des mères. Il faut que vous fabriquiez un petit quelque chose. Alors, regardez ce qu'on va fabriquer. On va fabriquer un superbe petit panier avec des œufs dedans. Des œufs dedans, mon truc à moi. Voilà, c'est cet objet-là. Ou un autre, je vous en montrer quelques-uns. Bon, on va fabriquer ça. Alors, ça va nous prendre une semaine. Hein, nous allons faire ça tous les jours, successivement. Mais aujourd'hui, nous allons faire aussi autre chose. C'est que pour fabriquer notre objet, nous avons besoin de matières premières. On a besoin de ce qu'on appelle de la pâte à sel. Alors, je vais vous montrer comment on fait de la pâte à sel. Vous n'allez pas leur faire un petit croisement que je vous ai fait moi entre une séquence comme ça, une séquence comme ça. Mais il faut que l'enseignement doit avoir du sens. Donc, il faut que vous leur expliquiez comment vous faites pour arriver à ce croisement. Une séquence où ils vont observer, ça va leur être utile pour le cadeau, et une séance où ils vont écrire, c'est la conséquence de tout ce qu'on vient de faire depuis 10 jours. Donc vous allez, à l'oral, nécessairement contextualiser tout ce que vous demandez. Les élèves écoutent, se déplacent autour de vous. Et qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez à ce qu'ils arrivent. Ils écoutent et ils arrivent. Ensuite, on va se dire qu'on a, allez, 10 minutes. Réalisation, pâte à sel, PAS. L'enseignant donne la consigne, celle qui est écrite sur la feuille. L'enseignant réalise l'expérience. Les élèves, ils observent. Vous allez m'observer quand je vais réaliser cette pâte à sel que vous aurez à faire demain. Demain, c'est vous qui ferez. Mais aujourd'hui, c'est moi. Aussi. Donc, il fait sa petite cuisine. Ensuite quoi? 20 minutes? 25 minutes? Individuel écrit. Les élèves, voilà, reste de la consigne. Écrivez. Faites attention. On a fait la première bout de la consigne, je vais réaliser et observer. Maintenant, écrivez, faites attention à la règle. Donc, retour à leur place, écrivent la recette en respectant ce qu'ils ont vu
et la cohérence texte injonctif. Et c'est là qu'on ne peut pas considérer que c'est une première séance. Parce que quand dans 5 minutes, je vais vous demander c'est quoi un texte injonctif, certains vont avoir sans doute un peu les yeux qui pleurent. Se rappeler ce que c'est ne sera pas tout à fait évident. Qu'est-ce qu'il fait notre enseignant pendant 25 minutes? Eh bien, il passe, soit il a pris un petit groupe d'élèves pour faire l'exercice avec des aides plus directes, les élèves en difficulté, hein, il ne se tourne pas les pouces, passe dans les rangs, et plutôt, il a pris les quelques élèves qui sont en difficulté d'écriture, il a pris quelques modèles, et il rappelle à ce petit groupe d'élèves ce qu'il faut faire, comme il faut faire, il organise un enseignement différencié. Et puis, ma séance, elle est terminée. Après, on ramasse tout ça, et on a ce qu'on a sous les yeux. On obtient ce qu'on a ici sous les yeux. À partir du document, j'ai essayé de visualiser ce que l'enseignant avait anticipé. Et je pense qu'on est à peu près dans le réel. C'est vraiment pas très difficile. Le seul point qui était un peu charnière dans l'analyse, c'était de bien voir qu'il y avait deux endroits avec deux phases. La phase d'observation dans l'endroit cuisine, sur une table entourée par les élèves, et puis la deuxième phase qui était chacun chez soi. À partir de là, d'autres questions à moi me sont posées sur cette fois-ci ce qu'ont fait les élèves. Commenter la consigne et analyser la situation, ça, je l'ai fait. 2 séquences. Localisation dans la séquence. Proposer une fiche, ben voilà. Maintenant, j'ai dit que c'était une séance plutôt de fin de séquence, parce que les résultats étaient bons. Mais c'est une affirmation de ma part. Il faut le prouver maintenant. Donc, lequel de ces 3 textes est le plus proche du type attendu, donc d'un texte injonctif, et singulièrement d'une recette de cuisine? Pourquoi? Alors, qu'ont écrit mes élèves? J'ai 3 textes. 3 textes. Le premier, il a écrit « Pour faire la recette de la pâte à sel, il faut du sel, de l'huile, de la farine et de l'eau. La maîtresse prend un verre de sel pour le mettre dans une bassine. Après, 6 verres de farine. Ensuite, 2 cuillères d'huile. Enfin, elle a mis de l'eau dessus et elle a mélangé. » Alors, plusieurs questions. Est-ce que c'était bien ça la recette de la pâte à sel? Est-ce que c'est bien cela qu'a fait l'enseignante? Et est-ce que c'est bien cela qu'on attendait de l'élève? Alors, est-ce que c'est bien cela qu'a fait l'enseignante? Il suffit de regarder les autres textes. De même que dans mon précédent exercice, on avait pu déterminer la nature des diapositives qui étaient projetées sur la préhistoire, en regardant ce qu'avaient écrit les élèves. Si les autres élèves ils écrivent à peu près la même chose, c'est qu'on en déduit que les actions, c'était celles-là. Maintenant, est-ce que c'est cela qui était attendu? Il faut regarder, il faut s'interroger sur ce qu'est un texte injonctif et un modèle de texte injonctif particulier qui est la recette. Alors, allons-y. Injonctif. Qu'est-ce que c'est qu'un texte injonctif? Quel modèle on a notamment? La recette, c'est un texte qui donne un ordre. Vous vous rappelez qu'il y a 3 types de phrases. 3. Il y a déclarative, donne une information, je vais au pain. Interrogative, vas-tu au pain? Et puis injonctive, va au pain. Et la phrase avec un impératif, au pain, c'est une modalité de la phrase injonctive, mais il y en a d'autres. Donc c'est un texte qui va nous donner des instructions, qui va nous donner des ordres. Alors, quels sont les types de textes auxquels les élèves sont confrontés dans l'ordre injonctif? La recette de cuisine, je réponds. Mais quels autres? L'ordonnance du médecin. 3 cachets le matin, 2 à midi pendant les repas et 1 cuillère de sirop, une ordonnance. Les règlements intérieurs ou règlements? Les règles.
les règles. Les règles, on en a une affichée ici, j'espère qu'elle va fonctionner, mais fermer les fenêtres si possible, attaquer le feu sans prendre de risque, avertir immédiatement, évacuer et fermer la porte. Ça, c'est un texte injonctif. Donc, les règlements. Le cas quand même le plus commun auquel ont accès les élèves, c'est les règles de jeu. N'importe quel jeu a une règle, comme on joue, et ça, c'est des textes injonctifs, puisqu'on vous dit lancez le dé, avancez le pion du nombre indiqué par le dé, passez le dé à votre voisin, on tourne dans le sens des aiguilles du montre, enfin bref, on vous donne des idées sur les ordres successifs qui vont faire que le jeu se déroule. Donc le texte injonctif, il est quand même relativement commun. Il est relativement commun dans les types de textes que lisent les élèves. Donc c'est pour ça que on a une approche, on n'a pas une approche de tous les types de textes à l'école élémentaire, mais le texte injonctif, il y est. Alors maintenant, si je cible le produit recette de cuisine, et que ce produit recette de cuisine, j'essaie de le transformer en séquence. Un récit, une situation initiale, des personnages, des événements, des dialogues, imparfait passé simple, situation finale. On ne fait pas tout ça le même jour. Situation initiale, séance 1, apparition du personnage, séance 2, description du personnage, dialogue 3, séance 4, on vérifie les verbes, on vérifie on crée des événements, séance 5, on fait des... Ouais, on passe cela, on a un certain nombre de séances. Maintenant, si je me dis, qu'est-ce qu'une recette de cuisine? On ne va pas tout voir d'un coup. On va voir des aspects. Alors, quels sont les aspects qu'on va lister d'une recette de cuisine? Quelle est la cohérence d'une recette de cuisine? Et puis, comment je vais pouvoir, en gros, répartir ça sur les différentes séances? Alors, ne me dites pas que vous n'avez jamais vu une recette de cuisine. Je suppose que, quand même, c'est un outil dont vous êtes déjà servi. En tout cas, ben, vous avez une idée là de comment on fabrique la pâte à sel. Qu'est-ce qu'il y a dans une recette de cuisine qui fait que, vous voyez, un texte de théâtre. Prenez un texte de théâtre, vous l'ouvrez comme ça, vous dites, tiens, ça c'est du théâtre. Nom du personnage, en dessous, marqué les dialogues, les paroles prononcées. Nom du personnage, parole. Nom du personnage, parole. Bon, ça c'est du théâtre. Poésie, des rimes, des vers, des... Ça c'est de la poésie. Vous ouvrez un document, ça c'est une recette de cuisine. Comment on le sait? Alors, allez-y, un, deux. Au niveau des étapes, il y a marqué 1, 2, 3. Alors, il y a une organisation théoriquement chronologique des étapes. Cela peut se marquer par des numéros, comme dit votre camarade. Cela peut se marquer simplement par des points successifs. Et on sait qu'on fait le point 1, on va faire le point 2, le point 3. Ça peut se marquer par des liens logiques. D'abord, ensuite, enfin. Qu'est-ce que vous aviez donc? Alors, il y a un vocabulaire. Comment on pourrait qualifier ce vocabulaire? Alors, c'est des verbes d'action plutôt tournés effectivement autour de des opérations de cuisine, mélanger, battre. Et qu'est-ce que ça veut dire que battre un œuf? C'est pas la même chose que se battre dans la cour. Mélanger, battre, fouetter, c'est un vocabulaire un peu particulier au point de vue des verbes. Et puis, évidemment, au point de vue des noms et des adverbes, énergiquement. Qu'est-ce que ça veut dire que battre énergiquement le blanc d'œuf? Battre le blanc d'œuf, quelle est la nature de cet objet, et puis énergiquement. Voilà, donc un vocabulaire sur les adverbes, sur les noms et sur les actions spécifiques. Soyez plus généraliste
qu'est-ce qui fait qu'on repère que c'est une... Qu'est-ce qu'il y a nécessairement dans une recette de cuisine? Les ingrédients. Des ingrédients et des ustensiles. S-I-L. Les ustensiles. On vous dit de la farine, 30 grammes de farine, 50 grammes de beurre, 100 grammes de ceci, 3 verres d'huile. Et même si j'allais un peu plus loin, quelle est la présentation de ces ingrédients et de ces ustensiles? C'est une liste. Une recette de cuisine, c'est un objet comme le texte de théâtre. Il y a une cohérence visuelle. Ici, vous avez PAS, pâte à sel, bœuf bourguignon, crêpe, je ne sais pas quoi. Ici, vous avez un encadré qui va vous donner les ingrédients. Ici, éventuellement, vous avez un autre encadré qui va vous donner les ustensiles dont vous avez besoin. On peut avoir par ici des étoiles qui vous indiquent la difficulté, facile, difficile, compliqué. Ici, vous allez avoir 30 minutes, le temps de préparation. Vous avez des indications techniques qui organisent l'aspect très matériel, et bien justement, de ce que l'on va faire et avoir besoin. Et votre camarade, après, l'a dit, il y a une succession de points. Une recette de cuisine, ça se repère par son aspect, sa cohérence visuelle. Ingrédients, ustensiles, et puis des points. Ce n'est pas un paragraphe, c'est une liste d'éléments. Alors, comment vous pourriez... Ces éléments, votre camarade m'a dit, ils sont organisés chronologiquement. Oui, avant de mettre au four, il faut faire tout un ensemble d'actions. Mais qu'est-ce que vous pourriez me dire sur, encore, cette liste que nous avons ici, qui fait le cœur de la recette de cuisine? Les verbes sont les verbes sur un mode injonctif, et les deux grandes manières, c'est effectivement l'impératif, là je suis sur le verbe, et ici, qu'est-ce que j'ai dit que j'avais? J'ai gardé son calme, fermer la fenêtre, avertir immédiatement, évacuer. Ou l'autre solution, c'est infinitif. Infinitif. Mettre la farine dans un bol, casser les œufs, battre énergiquement avec un fouet, mélanger je ne sais pas quoi, etc. Oui, le modèle, la cohérence, elle est fixe. Ce que vous voulez quand vous cherchez une recette de cuisine sur Internet ou dans un livre de cuisine, vous cherchez à savoir ce dont vous avez besoin et comment vous allez faire. Un jeu, on vous dit 32 cartes jaunes, 25 pions trucs, 4 dés, un plateau de jeu, on vous dit d'abord le matériel. Et puis ensuite, jeter le dé, repérer le nom, avancer le pion vert de tant de cases, piocher ici, on vous donne les actions à l'impératif ou à l'infinitif. Maintenant qu'on sait cela, on peut se demander comment l'enseignant il a fait pour arriver là. J'ai dit que j'étais plutôt dans une séance pré-terminale, une avant-dernière séance, il y aura la remédiation après. Je suis ici. Donc je suppose que ici, il a fait la partie visuelle, la présentation, alors deux éléments visuels, la partie visuelle de la recette, il a distribué une recette, il a dit voilà, deux recettes, voilà des recettes, regardez comment ça se construit. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mise en page? Il a fait une observation, comme moi je pourrais faire ici. Là, il y a un élément. Bon, alors là, qu'est-ce que c'est? Quand je dis farine, œuf, beurre, c'est quoi? Ici, là, qu'est-ce que c'est? Il a fait une observation. Ensuite,
il a sans doute fait une observation des verbes et des noms. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? C'est quoi le vocabulaire? L'aspect lexical. Qu'est-ce qu'il a fait encore notre enseignant? Il a fait sans doute une opération mode. Comment ils sont ces verbes? Qu'est-ce qu'il a pu faire ensuite? Il a pu faire soit il s'est arrêté là, soit il s'est intéressé à l'organisation chronologique. On a des verbes, comment est-ce qu'on les organise les uns par rapport aux autres, quel lien logique on met, comment on fait une présentation. Et puis une fois qu'on a constitué finalement cette liste-là d'éléments qui sont nécessaires, eh bien on peut écrire. L'enseignant, il a vu la situation initiale, le personnage, la description du personnage, la création de l'événement, le système de temps et puis la situation finale. Ben, c'est la même chose, on a un texte d'un autre modèle, donc on fabrique une organisation. Et pourquoi je dis que ces textes, ils coïncident? Eh bien parce que je vois ici, pour faire la recette de la pâte à sel qui me tient lieu de titre, le titre, il n'est pas très bon. Mais bon, il faut du sel, de l'huile, de la farine, de l'eau. Je dirais que ce n'est pas très bon non plus dans la présentation. J'aurais préféré un petit pâté au début, un petit rectangle dans lequel je mets. Bon, passons. En tout cas, la fonction, vous voyez, la fonction ustensile, elle est là. Pardon, la fonction ingrédient, elle est là. La maîtresse prend un verre de sel pour le mettre dans une bassine. J'ai donc des ustensiles. Puis après, ensuite, enfin, chronologie, 6 verres, 2 cuillères, et la bite de l'eau, et un mélange. Comment je vais qualifier un texte par rapport à un autre? Eh bien, en vous repérant purement au modèle demandé. J'ai donc ingrédient avant titre, ingrédient, ustensile, verbe, chrono et éventuellement résultat. Le résultat, c'est faire cuire 3 heures, c'est servir chaud, c'est en l'occurrence botter avant que ça sèche. Si vous attendez que ça sèche, c'est foutu. Donc il faut l'utiliser avant que ça sèche. Titre, j'ai 3 productions d'élèves. À peu près, pour faire la pâte à sel. Ingrédients, oui. Ustensiles, plus ou moins. Ingrédients, une remarque, il faut aussi des quantités. Les verbes, oui, mais impératif, non. Infinitif, non. La chronologie, alors quand je dis non, on va faire un autre. Chronologie, oui. Résultat, et la mélanger. Résultat, non. Alors, il faut que je trouve un code qui ne soit pas toujours le même. Oui, non, oui et non. À peu près un titre, les ingrédients, les quantités, elles viendront le long du texte, les ustensiles, ils viennent le long du texte, les verbes, l'action, oui, mais pas à la bonne forme, chronologie, oui, résultat, non. Et je fais plutôt un commentaire où il manque des choses. Mais à la question, si je donne ça à un des étudiants d'une autre salle et je lui dis comment tu pourrais me qualifier cet objet, il ne va pas me dire c'est la règle du jeu du Monopoly. Il va me dire c'est la manière de faire une pâte à sel.
Donc, résultat, on comprend ce que c'est. On comprend que c'est une recette de cuisine qui consiste à faire de la pâte à sel. Donc, l'élève, il s'en est sorti. Et il a des défauts. Enfin, il y a des défauts. Le plus gros défaut, ce serait celui des verbes. Et il a un autre défaut. Alors, peut-être que celui-là, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais peut-être qu'il va émerger par la suite. On compare. Texte numéro 2. Pour faire la pâte à sel. Bon, ben, lui, il a un titre. Il a un titre clair. C'est pas tout à fait comme ça qu'on attendait un titre, pâte à sel. Mais pourquoi pas, pour faire le bourguignon, pour faire les crêpes, pour faire la pâte à sel, pourquoi pas. Verset. Ah ah, verset. Oui, des verbes avec des actions et en plus, ils sont à l'impératif. Verset. 2 pots entiers de sel, 6 pots de farine. Les ingrédients, plus ou moins. Il n'y a pas le bloc ingrédients, mais ils sont là dans le cours du texte. 3 pots et la moitié d'un d'eau, 3 cuillères à soupe de tournesol, puis, la chrono, elle est là, brassez avec votre main, et on a le résultat, jusqu'à ce que ça fabrique une belle pâte à sel. Donc, le résultat, il est là. Alors, il n'a pas d'ustensile. Ouais. Dans la pâte à sel, à part un bol, c'est les mains, l'ustensile. C'est avec les mains qu'on bat tout ça, qu'on mélange tout ça. Celui-là, vous voyez que il s'approche vraiment beaucoup du modèle. Pour faire la pâte à sel, bon, à peu près le titre. À peu près. Il faut sel fin, farine, huile, bassine, pot, eau, cuillère. Alors lui, très clair, lui, oui. Nous versons 2 pots, 6 pots, 2 cuillères, 2 pots. Celui-là, il n'a pas de chronologie claire. Mais il faudrait s'interroger sur la relation à cette recette de la chronologie. Il a des verbes, mais ils n'ont pas la bonne forme. Nous mélangeons ça dans la bassine en faisant une boule. Bon, oui, allez, ça donne le résultat. N'importe quel de ces textes, je les donne à quelqu'un, il comprend ce que c'est. Donc c'est que c'est réussi. C'est réussi. Après, les réussites sont quand même différentes. Par rapport à ce qui est très important dans un texte injonctif, il y a quand même 2 élèves qui ont un petit échec par rapport à l'un. C'est le texte 1 et c'est le texte 3. Alors, est-ce que vous pouvez me qualifier ces 2 échecs différents? Mais dans le respect du modèle du texte injonctif, ce qui fait l'échec du texte 1 et l'échec du texte 3 par rapport au texte 2. Au niveau du 1, il n'y a pas les verbes dont je dis à l'impératif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la place? Une présence, c'est prendre, je sais. Mais encore, allez, je vous aide. Il y a un personnage. Dans aucune recette de cuisine, vous aurez le cuisinier sort les ingrédients du frigo, le cuisinier casse les œufs, le cuisinier mélange avec, le cuisinier fait ceci, cela. Il n'y a jamais ça dans une recette de cuisine. Il n'y a pas de personnage, puisque c'est un ordre qu'on donne au lecteur. Donc le personnage, c'est le lecteur. Donc il n'y a pas de personnage. Cet élève-là met un personnage. Alors pourquoi? Ce qui est une faute. C'est une faute sur le texte injonctif. Texte injonctif ne peut pas avoir de personnage. Comment ça se fait qu'il a mis un personnage? Comment? Il a vu la maîtresse faire. Et oui, et donc le responsable, qui est-ce de cette situation? Le responsable, c'est la situation pédagogique. Et ça, c'est vraiment une question que vous poserez le jury. Comment se fait-il que le texte 1 ait un personnage qui fait des actions?
La maîtresse prend un verre, enfin elle a mis l'eau dessus. Comment ça se fait qu'il y a un personnage? Il faut répondre qu'il y a un personnage parce qu'on a une situation pédagogique qui ne dit pas réaliser une série d'instructions pour réaliser la pâte à sel, mais qui dit regardez-moi, moi, regardez-moi et écrivez ce que je fais. Eh ben, moi, j'aurais été élève, j'aurais écrit tu. Tu as mis, tu as fait, vous avez. Bon, j'aurais mis tu as mis de l'eau, tu as, etc. Regardez-moi et écrivez. La situation pédagogique, elle implique finalement un problème vis-à-vis du texte injonctif. Donc l'élève n'est pas entièrement responsable de cette non-compréhension du texte injonctif, c'est la situation pédagogique qui est défaillante. Et puis, alors maintenant que vous savez ça, le troisième texte de ce point de vue-là, quelle est sa particularité? Eh bien, c'est d'avoir un nous. Et le nous, il est plus incompréhensible. Le nous, visiblement, lui, ce n'est pas lié à la situation pédagogique. Nous versons, nous mélangeons. Puisque soit on attendait un tu, logiquement, tu as fait, soit à la rigueur un elle, soit une recette de cuisine en impératif infinitif. Donc le fait que l'élève ait rajouté un nous, ça ne s'explique pas par la situation, puisque lui n'a rien fait, lui n'a pas manipulé. Bon, voilà, c'est un problème de compréhension du système verbal. Quel serait donc le meilleur des textes? Ben, finalement, ce serait celui du milieu, parce que même s'il n'a pas vraiment les ingrédients et les ustensiles, en tout cas, il déjoue le problème central, qui est celui du système modal, le mode des verbes. C'est vraiment celui du milieu qui coïncide le plus au modèle verbal d'écriture d'un texte injonctif. Sur le système temporel, une remarque, la pâte à sel, c'est un mauvais exemple. Parce qu'il n'y a pas d'action successive dans la pâte à sel. Vous mélangez tout à la fois. Le texte 2, d'ailleurs, nous dit, elle a tout mis dedans, et elle a mélangé. Certes, on peut chronologiser, il faut bien commencer par quelque chose, on met ça, puis ça, puis ça. Mais une recette de cuisine en théorie, il y a des phases successives. On épluche les oignons avant de les faire cuire. Si on fait l'inverse, ça pose problème. La pâte à sel, non, c'est tout vrac. C'est un ensemble d'activités qui vont ensemble. Lequel est le meilleur? Le 2. Ensuite, ils se valent à peu près. Oui, oui, oui. Ou non, oui. Oui, pas trop. Non, oui. Celui-là a plus de oui. Bon. Le troisième est le premier. Voilà. Classement des textes 231. 2, 3, 1. 2, 3. Et le jury vous demandera pourquoi et comment vous estimez les défaillances des élèves. Elles sont liées pour celui-là au dispositif, pour d'autres, c'est pas trop. Un petit élément de correction maintenant. Donner à chacun une appréciation justificative permettant à l'élève de progresser. Alors là, grand danger. Grand danger parce que l'estimation que l'on doit faire, ce que l'on dit à l'élève, c'est pas simplement faire émerger ses torts, c'est faire aussi émerger ses réussites. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des recettes de cuisine. Même si je considère que le moins bon, c'est le 1, il n'empêche que c'est une recette de cuisine. Donc, je ne vais pas lui dire, tu as raté, il manque. L'élève, il a produit quelque chose sur mes consignes. Est-ce qu'il a réussi? Et donc, les trois commentaires qu'on doit faire sur ces textes-là, ça commence par « c'est bien ». Mais même s'il y a des défaillances, il n'empêche qu'on comprend que c'est une règle du jeu. On comprend que c'est un texte de théâtre. On comprend que c'est un texte poétique. Là, on comprend que c'est une recette de cuisine.
Donc, commentaire global sur les trois, ça commence par c'est bien. Tu as écrit la recette de la pâte à sel. Voilà, c'est bien, tu as réussi sur les trois. Et puis à partir de maintenant, on fait des commentaires qui aident à progresser. Mais, alors qu'est-ce qu'on dit au 1? Ben, le point central du 1, je vais changer de couleur de stylo. Vraiment, le point central du 1, c'est ça. Mais, donc c'est bien, tu as réussi à écrire une recette de cuisine, mais tu aurais dû utiliser des verbes injonctifs au mode injonctif, entre parenthèses, et si on veut l'aider à progresser, il faut lui donner un exemple. Entre parenthèses, impératif de point, prendre, prenez, on prend un verbal, prenez, ou infinitif, prendre. Fermez la parenthèse. Le texte numéro 3, c'est bien. Tu as écrit la recette de la cuisine, la recette de la pâte à sel. Mais, même chose, tu aurais dû utiliser les verbes. Et on prend des verbes à lui, verser, ER, ou verser, ER, EZ, impératif, infinitif. Infinitif, ER, impératif, EZ. Et puis, le dernier texte, c'est bien, tu as réussi à faire là. Mais, lui, ce qu'on lui reproche, c'est que finalement, il n'a pas isolé ingrédients et quantité. Donc, on va dire, mais tu aurais dû faire un bloc initial indiquant les ingrédients, entre parenthèses, huile, sel, farine. On a un modèle fixe. Ils ont des défaillances vis-à-vis du modèle fixe. On essaie de commenter ces modèles fixes. Ces productions vis-à-vis du modèle fixe. Alors ça, c'est important, c'est que ne vous laissez pas dans les commentaires embarquer dans les défauts. Évidemment, il manque quelque chose, donc tu n'as pas réussi à... Oui, mais globalement, est-ce que c'est quand même réussi? Globalement, c'est quand même réussi. Donc il faut que ce soit une correction qui soit à la fois positive et qui soit une correction aussi formative qui aide à progresser. Vous indiquez ce que ça aurait dû être sur un exemple. Un exemple plus dur. Enfin, dans ce texte, nous avons une dernière question qui ne m'intéresse pas. C'est... non, attendez, il y en a encore une. C'est... Ah non, il n'y a pas. Je vais répondre quand même. C'était sur la remédiation. La remédiation, donc je vais répondre à la remédiation. Si on vous disait à quoi ressemble la séance suivante, donc la dernière qui clôt l'ensemble de la procédure, eh bien, elle ressemblerait à une amélioration du texte par les élèves, amélioration de leur texte. Dans cette séance, on aurait un temps 1 qui est collectif, avec réalisation d'une affiche, cohérence de la recette. Alors, la recette de cuisine, et je ferai émerger tout ça. Je ferai émerger ingrédients, ustensiles, verbes, chronologie, résultat, avec un petit dessin en côté de ma liste. Je dirais, il faut un titre. Elle ressemblera à ça, mon affiche. Donc, il y aura le dessin modèle de la recette. Ingrédients, ustensiles, action, verbe, infinitif, impératif, résultat. Et je le construis avec les élèves. Un élève, il me dit, il faut des ingrédients. Alors, je dessine ça et je mets, il faut des ingrédients. Un autre élève, il me dit, il faut un résultat. Qu'est-ce que résultat? Avec ça. Il dit, il faut un titre. Titre, et il met le titre au-dessus. Et je vais réaliser avec eux, en collectif, une sorte de synthèse de tout ce qu'ils ont vu. Donc ça, c'est le temps 1, une affiche, modèle, que l'on laissera afficher dans la classe le temps qu'il faudra. Il reprend la cohérence et la présentation de la recette. Et puis un temps 2,
modification du texte des élèves par les élèves. Alors, il y aurait deux solutions. Soit les élèves prennent le texte de leur voisin. Votre voisin, il a écrit ça. Voilà sa copie. Est-ce que vous pouvez, en regardant ça, lui dire ce qui manque? Sur d'interaction entre pairs. Ou alors, directement, à partir du modèle que vous avez là avec votre texte, faites-le une modification. Donc, l'élève, il doit faire deux actions. Il doit observer et analyser sa copie en regard du modèle. Et puis, en deux, il doit faire une réécriture. Ils doivent nous faire un titre, ils doivent nous faire un bloc ingrédient, ils doivent nous... Donc, ils refont ce qui manque, pas tout, mais selon le modèle du niveau final. Et au bout du compte, dernière séance, vous avez donc une recette de cuisine normée que vous recorrigez, hein. Vous recorrigez leur copie, mais ça devrait plus ou moins coïncider avec ce qui est attendu. La remédiation dans les exercices d'écriture, c'est toujours la même chose en quelque sorte. La remédiation finale, c'est nous avons vu un modèle. Quel est ce modèle? Comment l'appliquer? Donc, nous avons vu un modèle, étape 1. Quel est ce modèle? Collectif. Application du modèle. Est-ce que ce que vous avez fait relève de ce modèle? Est-ce que sur cet exercice que vous avez là, vous avez des questions? Si on vous donne un texte de théâtre produit par des élèves, exactement la même démarche. En fonction de ce qu'ils ont produit, où est-ce qu'ils en sont de la compréhension de ce qu'est le théâtre? Au début, à la fin, au milieu, il y a des dialogues entre guillemets avec des verbes. Il dit bonjour, gna gna. Il répond, bon, d'accord. Ils ont compris que c'était des dialogues, mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient en style direct. Donc il faudra penser que l'enseignant n'a encore pas vu cette idée de style direct. Tout est mal organisé, mal mis en page. Ils n'ont pas vu la mise en page. Tout ressemble à peu près au résultat. Ils ont tout vu. Et à partir de là, on compare avec le modèle théorique de ce qu'est un texte de théâtre. Bon, j'arrête là sur ce support-là. Je le laisse de côté. Je vous propose de poursuivre sur un autre sujet tout à fait, qui n'a rien à voir du tout, qui relève de la fin de mes cours de grammaire. Fin de mes cours de grammaire. Vous vous rappelez que l'année dernière, je vous ai dit que nous retravaillerions deux grands sujets pour cette année, qui sont des sujets compliqués, qui sont les subordonnés, missions subordonnées. Ça, nous aurons le plaisir de faire ça au semestre suivant. Et puis que je n'avais pas terminé la totalité des enseignements que je devais faire sur la découverte des étages de la grammaire. Vous vous rappelez que la grammaire, elle fonctionne en auto-noir, elle étudie les mots. On a grosso modo étudié tous les mots. On a regardé les adverbes, on a regardé les pronoms, les adjectifs, etc. Les groupes dans la phrase, c'était tout simple. Déplaçable, supprimable, groupe, complément de phrase. Nom plus déterminant, groupe nominal. Adverbe plus adjectif, groupe adjectival. Nous avons un étage supérieur qui est celui de la phrase. Vous vous rappelez que dans la phrase, nous avons les trois types, les 5 formes. Et puis, nous avons la subordination. Ça, c'est compliqué. Proposition et subordination, ça, c'est très compliqué et j'y reviendrai pendant au moins 2 heures. Nous avons un texte à un niveau supérieur qui est celui du texte. Qu'est-ce que l'on regarde au niveau du texte? On regarde la substitution. C'était ce que nous avions fait en fin d'année dernière, thèmes et propos, par exemple. Le lion arrive dans la jungle, il, quelque chose. Il, reprise du lion. Le roi des animaux fait le roi des animaux, reprise de lion.
comment une phrase reprend des éléments antérieurs, comment la phrase 3 reprend des éléments de 1 et 2, comment la phrase 7 reprend des éléments de la phrase 6, mais aussi de la phrase 1. Comment le texte il se structure avec un système de répétition, avec un système de substitution, remplacement d'un élément par un autre. Là-dedans aussi, nous avons les figures de style. Ces figures de style, je referai un cours dessus, plutôt 2 d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est quand même ce qui est interrogé dans l'aspect lexical. Dans l'aspect lexical du concours, on vous dit ce texte fait peur. Bon, très bien, formation, mais comment? Quels sont les éléments qui fabriquent le sentiment de peur? Et là-dedans, il faut repérer des figures de style, des réseaux de mots, des ensembles qui fabriquent une signification. Donc, au moins 2 cours. Et puis, il y avait un aspect que nous n'avons pas du tout abordé, qui était celui de l'énonciation. L'énonciation, celui du contexte dans lequel se place le texte. Donc la grammaire, elle regarde pas seulement les mots et leur groupe, pas seulement les phrases et les textes, elle regarde le contexte dans lequel est proposé le texte. Et dans cette notion d'énonciation, il y a 2 notions seulement. C'est pas très simple, mais c'est très limité au point de vue du contenu. Ces 2 noms barbares, c'est la notion tout d'abord de déictique et c'est la notion de modélisation. Ça, je n'ai quasi pas parlé l'année dernière, donc je vais faire ça aujourd'hui. Ce qui vous laissera un peu de temps pour le méditer. Si vous reprenez les cours de grammaire, hein, vous avez un chapitre 5, chapitre 1, 2, 3, 4 et 5, chapitre 5 qui s'appelle énonciation. Vous avez un objet. Cet objet, c'est un objet linguistique. Une phrase, un mot, un texte. Ce texte, on peut l'analyser par sa composition, ça peut être les éléments antérieurs. Mais vous pouvez aussi l'analyser par le contexte dans lequel il a été produit. Je suis absent après 10 heures. Voilà. Vous arrivez ici, il est 8 heures. Vous voyez marqué au tableau, je suis absent après 10 heures. Vous allez en déduire un certain nombre de choses qui sont très propres à la situation. Vous cherchez je dans le dictionnaire, vous ne trouverez jamais Florent Montaclair. Vous allez trouver je, celui qui parle. Je, ici, ou alors 10 heures, vous ne trouverez jamais vendredi X octobre, désigne le milieu de matinée du vendredi 12 octobre. Donc vous allez actualiser, vous allez donner du sens à tout cela. Le je, vous allez dire c'est Florent Montaclair. Le ici, bah, ce sera la salle 22. Et 10 heures, c'est vendredi 12 octobre à 10 heures. Et ça, ce n'est pas le sens des vrais, ce n'est pas le sens de ces mots-là. C'est le sens qu'ils ont dans ce contexte ici. Pour être encore plus simple, je suis ici dans 5 minutes. Un exemple que j'ai dû vous donner l'année dernière dans d'autres circonstances. Vous arrivez ici, il est 8 heures, vous voyez marqué au tableau, je suis ici dans 5 minutes. Je, Florent Montaclair, ici, salle 22, 5 minutes, il arrivera à 8h05. Et ça, vous ne le déduisez que parce que vous êtes dans ce contexte ici. C'est un bout de papier qui vole dans la rue. Vous attrapez ça devant le Lion de Belfort, un bout de papier qui vole au vent. Oui, je suis ici dans 5 minutes. Vous ne pouvez pas savoir où est le ici parce que le papier vole. Vous ne pouvez pas savoir 5 minutes à partir de quand. Et puis le jeu qui est l'individu qui a écrit ça, vous n'en savez rien. Donc l'énonciation, ça consiste à regarder, on exprime comme ça, la plus-value, l'ajout de sens, la plus-value de sens, l'ajout de sens que le lecteur met en fonction des circonstances. L'ajout de sens que le lecteur met
en fonction des circonstances. Le lecteur, il devine un certain nombre de circonstances. Il devine un certain nombre de situations. Il interprète en rajoutant du sens. On avait vu un texte d'Umberto Eco qui à peu près parlait de cela. Je vous avais donné un exemple. Il disait Jean et Marie arrivent dans la pièce. Et moi, je vous avais dit à quoi ressemble la pièce. Jean et Marie arrivent dans la tête, on n'en sait rien. Par contre, si je vous dis Marie et Jésus arrivent dans la pièce, ben, vous aurez tendance à me fabriquer une étable, une boutique de charpentier ou quelque chose comme ça. Vous allez ajouter un sens qui n'est pas dans le texte. Et si je vous dis Marilyn et John arrivent dans la pièce, alors là, vous allez m'inventer la Maison Blanche dans laquelle Marilyn Monroe et John Kennedy arrivent. Mais ce n'est pas ça que dit le texte. Il dit John et Marie. Mais vous allez rajouter un surplus de sens. Donc, en fonction du contexte, on rajoute des surplus de sens. Et comment fait-on? Comment fait-on pour rajouter du sens? Ben, on ne rajoute pas du sens sur n'importe quoi. On rajoute du sens sur un type de mot particulier qu'on appelle les déictiques. Ah, déictiques. Déictique. Qu'est-ce que c'est qu'un déictique? C'est un mot qui n'a de sens que dans un contexte. C'est un mot qui n'a de sens que dans un contexte particulier. Autrement dit, si on n'a pas le contexte, on ne peut pas interpréter correctement ce mot. Exemple, il y a les adverbes de temps et de lieu. Adverbes de temps et de lieu. Ici, là-bas, demain, hier, aujourd'hui. Vous pouvez tomber sur une phrase qui vous dira « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire ». Le problème, c'est que je suis né le 12 mars. Donc, ça veut dire que c'est mon anniversaire, mais c'est un texte qui a été produit un 12 mars. Et donc, vous l'avez, mais vous ne pouvez pas l'interpréter. Vous ne pouvez pas l'interpréter parce que vous ne savez pas qui a mis ce « aujourd'hui » et qui a mis ce « mon ». Donc, les adverbes de temps, les adverbes de lieu, ici, là-bas, ils n'ont de sens que parce que vous êtes dans un contexte. Si vous avez un texte dans lequel le personnage est dans une rue parisienne, il entre dans le Louvre, il entre au Louvre, et puis vous dites là, il vit des tableaux magnifiques, le là, c'est dans le Louvre. Mais en soi, là, il vit des tableaux magnifiques, vous ne pouvez pas du tout savoir où est le là. Ça n'a de sens que dans le contexte. Adverbe de temps, adverbe de jour. Évidemment, les pronoms. Et une catégorie particulière qui est les pronoms personnels. Le je s'applique à moi, mais s'applique à vous. Le tu s'applique à vous, mais s'applique parfois à moi, etc. Pronoms personnels. Je vais m'arrêter un petit 10 minutes sur les pronoms personnels dans un instant. Évidemment, les déterminants démonstratifs et possessifs. Ce chien est dangereux. Sans contexte, on ne sait pas quel est le chien. Ces enfants sont turbulents. C'est CES ou SES? De toute façon, je ne sais pas à qui. Hors contexte, ces enfants SES, je ne sais pas à qui. Ces enfants CES, je ne sais pas lesquels. Donc, les déterminants démonstratifs et positifs, et démonstratifs et possessifs, n'ont pas de sens hors d'un contexte donné. Donc, voilà, l'étude des déictiques, c'est faire émerger le surplus de sens que l'on doit donner aux mots pour les comprendre. Surplus de sens. Et ce surplus de sens, il peut être donné soit proprement dit par le contexte. Regardez cet arbre là-bas, il est en train de jaunir. Hein, c'est la saison qui veut ça, les feuilles sont jaunes ou rouges.
dans le contexte. Je pars maintenant, vous regardez par la fenêtre, vous voyez le même arbre que moi. Ou alors, à l'intérieur du texte lui-même. Pierre arrive vers Jean. Tu vas bien, dit-il. Pierre arrive vers Jean, tu vas bien, dit-il. On en déduit que tu, c'est Jean, bon, Pierre, c'est il. Pierre arrive vers Jean, on pense que c'est Pierre qui parle. Si c'est Pierre qui parle, il s'adresse à Jean, donc tu, ce sera Jean, et il, ce sera Pierre. Dans le texte, on déduit un certain nombre de sens que présentent les mots. Sens que représentent les mots. Donc, soit la plus-value de sens, elle est dans le contexte d'énonciation vraiment, dans l'extérieur. Regardez par la fenêtre ce matin, regardez ceci, cela, contexte. Ou alors, à l'intérieur d'un texte, on a des indications qui nous permettent d'élucider le sens. Alors, il est vrai que les pronoms personnels, en français, ils sont particulièrement porteurs de sens parce qu'ils peuvent renvoyer pas simplement à ce que l'on croit. Je, sens normal, celui qui parle. Celui qui parle. Mais il y a tout un ensemble d'autres sens du mot je. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, là, comme ça, maintenant, dans le fond, là-bas, j'écoute ce que je dis ou pas? Moi, j'écoute, mais je ne suis pas dans le fond. Donc, le je ne peut pas s'adresser à moi. Donc, si je dis, bon, j'écoute là-bas, ça veut dire, en fait, c'est un tu. Toi, là-bas, est-ce que tu écoutes? Donc, le je peut avoir tout un ensemble de sens qui sont liés, en fait, non pas à celui qui parle, mais celui qui reçoit. En général, ça s'exprime, c'est un peu comme le il d'ailleurs, ça s'exprime quand on ne sait pas trop si on doit tutoyer ou vous voyez les gens. Vous voyez, mon médecin que je connais depuis des années, il me dit alors, j'ai mal où aujourd'hui? J'ai mal où? Ben, le médecin, il a mal nulle part. Le jeu, c'est moi. C'est moi qui ai mal partout à mon âge. Donc, voilà, j'ai mal où? En fait, c'est où est-ce que tu as mal? Mais comme il ne sait pas trop si on se voit ou si on se tutoie, il utilise un jeu qui n'a pas du tout le sens normal. Oui, dans le contexte, le jeu ne s'exprime pas comme il devrait s'exprimer, et c'est très clair sur les îles. Alors, que veut-il aujourd'hui? Je suis là, c'est quand même pas très poli de m'appeler il, mais comme on ne sait pas si c'est un jeu ou un vous, un tu ou un vous qu'on utilise, on met un impersonnel. Une sorte d'impersonnel, une troisième personne. Donc le il peut très bien vouloir dire un tu. De même, donc le je peut très bien signifier un tu. Et il peut signifier aussi une sorte de on. Une sorte de vérité universelle. Vérité universelle. Si j'habitais sur la Lune, je ne sentirais plus mon poids à cause de la gravité. Bah, n'importe quel individu habitant sur la Lune ne sentirait plus son poids parce que lorsque je suis sur la piste de danse, je suis un autre homme. Une universalité, quiconque est sur la piste de danse serait un autre homme. Le cas du nous est lui aussi très simple parce que ça peut être un nous, ça peut être tu plus je. D'ailleurs, plus tu, plus tu. À 10 heures, nous allons tous voir Sylvie parce qu'elle a quelque chose à nous dire. À 10 heures, moi, plus vous. Mais ça peut être très bien un je plus il ou elle. Avec ma femme, nous allons en vacances, gna gna. Ben, c'est pas vous. Le nous, ce coup-ci, c'est pas vous. C'est moi plus une absence.
Et donc le nous, il renvoie à qui? À nous tous, à moi plus des absents, à moi plus une partie d'entre vous. Les 3 premiers rangs, nous allons aller, c'est moi plus 3 rangs. Et c'est la même chose pour le vous. Le vous, ça peut être tu plus tu plus tu. Vous irez voir Sylvie à la pause. Ça peut être tu plus il. Vous et votre conjoint, vous irez faire ceci, cela. Donc, tu plus un il absent. Quelle est la surface? Vous voyez, ce que je pose comme question ici, c'est de savoir quelle est la surface que recouvrent les pronoms. Dans un texte, ils peuvent avoir un sens très simple, première personne, troisième personne, première personne, deuxième personne. Mais dans un contexte particulier, ils peuvent varier quant à leur surface. Un petit exercice là-dessus qui est fait pour être compliqué. Donc, on va simplifier, évidemment. Normalement, il y a des livres, parce que tu permettrais de nul. Alors, je vais l'afficher ce texte pour que on y voit un peu plus clair. Bon. Et voici un dialogue. Alors, dans le dialogue, théoriquement, le texte va nous donner les clés d'interprétation des pronoms. Pourquoi? Parce que ces pronoms, ils se répondent. Deux personnes se parlent, donc forcément, il va y avoir interaction entre l'un et l'autre. Les clés vont être données dès le début. Donc ça chauffe encore un petit peu. Alors que Pierre commençait sa promenade. Pierre, sa promenade. Le ça renvoie à Pierre. Forcément, c'est la promenade de Pierre. Il, ben, ça ne peut pas être promenade, parce que c'est un féminin. Donc il, dans cette phrase-là, vous voyez qu'on a 3 mots différents qui renvoient au même personnage. Pierre, ça, il. Et il rencontre qui? Il rencontre Jean. Donc pour l'instant, 2 personnages. Pierre, ça, il, Jean. 2 personnages. N'importe qui devrait être capable de déterminer que, évidemment, le ça, c'est la promenade de Pierre, et il, c'est Pierre. Comme on le sait, eh bien, on développe la substitution. Pierre commençait la promenade de Pierre, Pierre croise Jean. Ça n'a pas de sens, mais enfin, en tout cas, on comprend ce que c'est. Il le voit. Petite plaisanterie. Il, là, ça pourrait être n'importe qui. Jean pourrait être il, comme Jean pourrait être le. Mais en français grammatical de conversation normale, on considérera que les sujets sont constants. Et à défaut d'informations supplémentaires, on considérera que c'est toujours le même qui est sujet. Donc on considérera que c'est il, Pierre, voit Jean. Pierre voit Jean. Alors ensuite, on est dans la difficulté. Pourquoi est-ce qu'on est dans la difficulté? Parce qu'on a un dialogue. Alors, il faut déjà se demander qui dit quoi? Qui dit quoi?
il déclare immédiatement. Donc, celui qui parle ici, c'est Pierre. Celui qui parlera ensuite, c'est Jean. Celui qui répondra, c'est Pierre. Celui qui répondra, c'est Jean. Celui qui répondra ici, c'est Jean. Et donc, on est du Pierre ici. Et pour savoir à qui renvoient les tu, à qui renvoient les je, là, il y a un tu. Ça s'adresse à l'autre. Mais alors, qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle? Ben, si c'est Pierre qui parle, le tu, c'est yes. Bon. Donc, pour l'instant, Jean, il est investi d'un je, d'un Jean, pardon, d'un le et d'un tu. Tu es déjà rentré de Paris. Dommage, nous. Alors là, on est dans les ennuis. Pourquoi? Parce que nous, puisque c'est Pierre qui parle, de nous, il est dedans. Il est dedans. Mais le problème, c'est que nous, c'est donc Pierre plus plus qui. Ce qui est plus clair, et je vais utiliser le noir, ce qui est plus clair ici, c'est que le i, en tout cas, ça semble quand même ne pouvoir être que c'est un pronom, hein, un pronom personnel qui remplace les i. Il y en a deux bizarres de pronoms, c'est i et on. J'en reviens, le on renvoie au lieu. Donc Paris, le i. Un déictique de temps. Paris, ce n'est pas très précis hein, comme information de localisation. Où est-ce Paris? Il y a 20 arrondissements, il y a je ne sais pas combien de rues. Où est-ce? Mais enfin bon, on voit ce que c'est. C'est une ville. Mercredi prochain, bah, c'est dans un contexte. Si je vous dis, donnez-moi le jour et la date précise, vous ne pouvez pas. On est dans un monde fictif, qui est celui de l'écriture, dans lequel il y a une relation de hier, après, aujourd'hui, demain, mercredi, prochain. L'éthique de temps, on ne peut pas avoir d'indication supérieure. Mais voilà-t-il pas que Jean utilise lui-même un nous. Alors ce nous-là, eh bien, s'il y avait dans le premier nous, s'il y avait Pierre, dans le deuxième nous, il y a Jean, que c'est Jean qui parle. Mais on va avoir une information plus précise. Alors, c'est toujours Paris. Et là, on a un ensemble d'éléments qui vont préciser un peu quoi? Le moi, c'est Jean. Dit-il, c'est Jean. Mais nous avons intervention d'un troisième larron, un troisième personnage. Et ce personnage, il va nous embêter. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est Sophie. Et donc là, nous savons que Jean, lui, il y va avec Sophie. Et Pierre et Jean vont commencer à tenir un discours qui est en fait un discours de jalousie. Alors, il faut essayer d'extrapoler. Qu'est-ce que ça peut être quand il y a deux garçons et une fille, les relations qui pourraient fabriquer de la jalousie? Ça, c'est une valeur ajoutée que vous allez mettre là-dessus. Mais il faut supposer. Alors, attendez, je finis aussi sur l'ensemble. Ensemble, si le nous, je vais le modifier un petit peu comme ça pour dire que nous, c'est Jean et c'est Sophie, et format de ce nous-là, ben, c'est Jean et Sophie, donc c'est nous. Ben, ensemble, il faut que je modifie aussi cela. Le ensemble, ça désigne qui? Ben, ça dessine un ensemble. Et cet ensemble, ben, c'est Jean et puis c'est Sophie.
dit-il, en le regardant. Alors, Jean regarde qui? Regarde Pierre. Pourquoi Yves? Marie. Retourner et pourquoi ensemble? Alors là, quelque chose s'éclaire sans doute un peu, c'est qu'il lui dit, mais pourquoi vous y allez ensemble? Alors, c'est Jean qui parle. Donc, cette fois-ci, dans l'ensemble, eh bien, il y a un bout Pierre, parce que ça s'adresse à Pierre, pourquoi tu y vas ensemble? Et puis l'autre bout de l'ensemble, ça doit être, puisqu'ils sont en train de s'engueuler, ça doit être Sophie. Ce qui fait que j'en déduis que le nous initial, eh bien, il y avait possiblement Sophie. Mais le premier, il dit, moi, Pierre, je vais avec Sophie à Paris. Puis l'autre, il dit, mais je suis déjà allé avec Sophie, pourquoi tu y vas avec elle? Donc, nous, dans ce nous-là, j'en déduis qu'il y a un bout de Pierre, effectivement, mais il y a un bout de la fille, parce qu'ils sont en train de se faire une petite crise de jalousie et de compte avec le gars. Donc, moi, Jean et Sophie, on est déjà allés. Pourquoi Pierre et Sophie, ils y vont? C'est toute la difficulté de cette question des déictiques, c'est que même si les réponses, elles sont dans le texte, il n'empêche qu'il faut quand même suivre un petit peu pour savoir qui parle. Donc à partir de là, qui s'exprime. Et alors après, le bout de texte que j'ai fabriqué, il est fait pour être incompréhensible. Donc forcément, ça va être mieux. Pierre répond, mais je suis jaloux comme une bête, point d'exclamation. Alors si vous prenez ça basiquement au sens écrit, Pierre dit, je suis jaloux. Donc le je désignera Pierre. Mais si vous pensez, répondit-il en le regardant avec ironie, il se moque de lui, mais je suis jaloux comme une bête. Hein, et donc il est en train de dire à Jean, mais mon pauvre gars, tu es jaloux comme un con. Et au lieu de employer le tu, eh bien, il emploiera une forme ironique. C'est Pierre qui parle, mais en fait, il est en train de se moquer de l'autre, et c'est ironie qui me fait dire ça. Mais on est con comme tout, mon gars. Mais je suis con comme tout. Et évidemment, ce n'est pas moi qui suis con comme tout, c'est toi qui es jaloux. Donc, il y a deux interprétations possibles. Soit on dit, moi, Pierre, je suis jaloux. Moi, je suis jaloux, moi. Mais alors, pourquoi ironie? Ou alors, il s'adresse à l'autre, se moquant de lui, mais je suis jaloux. Hein, voilà. Donc, comme une bête. Et répondit-il, alors ça, c'est très clairement le il, c'est très clairement Pierre, qui regarde qui? Qui regarde Jean. Monsieur le jeu, c'est bien fait. Ben non, justement, moi je pense que c'est plutôt Jean. Il se moque de lui. Mais je suis jaloux, mon gars. Hein? Mais tu es jaloux. Ah, c'est bien Pierre qui parle là. Oui, mais il s'adresse à l'autre avec un jeu. Comme je disais tout à l'heure, j'écoute un peu dans le fond ce que je dis. Est-ce que vous écoutez, vous, ce que vous dites? C'est un emploi ironique de la chose. Au lieu de prendre un jeu qui le regarde lui, il prend un jeu qui regarde celui qui est en face. C'est pour ça qu'il y a une solution grammaticale simple qui serait de dire que c'est Pierre, mais dans le contexte, à mon avis, le jeu désigne plutôt Jean. Et ça va continuer un peu comme ça, hein, sur la suite. Vous ne croyez quand même pas, cher ami, que nous attendons votre avis pour inviter des filles. Alors, vous désigne Pierre, Jean, c'est Pierre qui parle, donc vous, c'est en face. Vous ne croyez pas, cher ami. Le cher ami, c'est donc Jean qui est désigné. Nous, ben c'est Pierre. Que nous attendons votre avis, l'avis de Jean, pour inviter des filles. Vous, c'était pas Sophie et Jean. Alors ça peut. Soit on pense que c'est une forme de vouvoiement de majesté, ou nous invitons des filles. Moi, j'invite des filles.
Et vous ne croyez pas, cher monsieur, que soit c'est un coup de majesté, c'est-à-dire que c'est un vouvoiement, et à nous qui, à la Louis XIV, dire nous attendons, c'est peu probable quand même que nous, ce soit Pierre et Sophie, parce que Sophie a une croix des filles. Nous n'attendons pas votre avis pour inviter des filles. Donc on passe sur un usage un peu particulier, un peu du nous et du vous. Alors là, il manque un mot, c'est parce que c'est il. Il me ferait. Ben, qui c'est le il? C'est Jean, puisque c'est celui d'en face, et le me, c'est elle. Donc on passe d'une situation. Et l'animal, qui est l'animal en question? Ben, l'animal, c'est Jean. Là, on emploie un impersonnel pour s'adresser à celui d'en face. Tu me fais une scène. Il me ferait une scène, l'animal. L'autre répond avec un impersonnel aussi, au lieu de lui dire « T'as fini tes conneries ?» Il lui dit « On a fini ces plaisanteries. C'est fini. » Donc le « on » renvoie à Pierre « Tu as fini tes bêtises. » Et c'est Jean qui parle. « Tu, Pierre, tu y vas. » C'est toujours Paris. Pour faire quoi? Pourquoi tu y vas? Et il répond, on y va, c'est toujours lui. C'est toujours Paris. Les musées, ben, c'est les musées de Paris. Ben, c'est Pierre, et puis la personne avec qui il y va. Et donc, il y va avec qui? Alors là, c'est le vrai son. Est-ce qu'il y a un vrai on? Non, il n'y a pas de vrai on, c'est un usage local. Il y va avec qui? Il y va avec Sophie. Donc, ben, le on, c'est moi et Sophie. Donc, c'est Pierre et puis Sophie. Voilà, on y va pour faire les musées. Avec la culture, t'es un autre homme. Alors, le tu ici, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il arrive que les tu prennent une valeur universelle. Tu sautes par la fenêtre, t'es mort. Tu triches aux examens, t'es exclu pendant 10 ans. Ouais, c'est pas toi, ni vous, ni toi, ni c'est plus un tu général. Donc là, on a un emploi un peu particulier. Il faudrait une autre couleur, peut-être. Je vais le mettre comme ça. Hop. Le tu, en l'occurrence, il a une valeur universelle. Regardez cet exemple-là. Tu triches aux examens, tu as 3 ans d'exclusion. C'est pas toi, ni toi, ni toi. C'est n'importe quel homme. C'est un on. Si vous voulez. C'est un on triche aux examens, on est exclu. Avec la culture, on est un autre homme. Alors ensuite, J, ben, c'est Jean, parce que c'est lui qui parle. I, c'est toujours Paris. IV, alors vous, alors là, c'est un peu plus clair aussi, puisqu'il est en train de s'adresser à Pierre. Donc, dans le vous, il y a Pierre, et puis il y a la fille. Il y a donc Sophie. Il lui répond très basiquement non, tu. Non, alors, je me suis trompé de bouchon de stylo. Le tu renvoie donc à Jean. C'est trop. Et avec quel argument? Ben, j'ai pas besoin de toi pour sortir avec une fille. Donc, on se débrouille suffisamment bien avec les filles tout seul. Je me débrouille suffisamment bien quand je suis tout seul pour inviter les filles. Bon, oui, déitique, c'est un peu compliqué, c'est un peu la merde. Pourquoi? Parce que on a des usages qui ne sont pas les usages dictionnaires. Les usages dictionnaires, ils disent toi, moi, lui, elle, nous, vous. Voilà, c'est tout simple. Nous, c'est les plusieurs qui parlent. Vous, c'est ceux qui s'adressent quand ils sont plusieurs. Je, c'est celui qui parle. Tu, c'est celui qui est en face. Et ça marche. Voilà, ça marche. Ça marche. Ça marche plein de fois. Mais il y a des usages qui sont des usages culturels, qui sont des usages en situation. On se débrouille, je me débrouille. Donc le on ne renvoie que à Pierre.
Mais quand c'est Jean qui le dit, ben, ça renvoie qu'à Jean. De même que le je renverra à Pierre ou renverra à Jean en fonction de qui parle. Le tu renverra à Pierre ou renverra à Jean en fonction de qui parle. Et puis il y a des usages qui sont les usages du pluriel. Qui désigne-t-il? Ben, quand Pierre parle et dit nous, c'est lui et Sophie. Mais quand c'est Jean, ben, c'est Jean et Sophie, c'est lui et Sophie. Donc c'est le même nous, mais il n'a pas la même surface. Il ne désigne pas les mêmes personnes. Et puis il y a des gros problèmes, c'est des usages ironiques ou des usages un peu particuliers. Là, on a un problème. On ne sait pas si c'est un tu déguisé, avec ironie, ou si c'est simplement un je à prendre à la place de personne. Celui qui est jaloux pour l'instant, c'est plutôt Jean. Donc quand il dit mais je suis jaloux, point d'exclamation avec ironie, on a plutôt tendance à penser que c'est un usage très très particulier du je. Je me suis encore cassé la jambe, me dira mon médecin. Et lui, non, mais moi, oui. Donc le je, c'est un tu. Je me suis encore cassé la jambe. J'ai encore fait du ski. Oui, ben, oui, monsieur, oui, docteur, j'ai fait du ski. Mais le je, il est. Et la boulangère, elle veut vous dire alors, je veux une baguette comme d'habitude. La boulangère, elle ne veut pas de pain, elle en vend. Je veux une baguette comme d'habitude. Ben, est-ce que tu veux une baguette comme d'habitude? Donc, gardez une idée que les déictiques, c'est des mots qui prennent du sens dans le contexte. Et on a les lieux, on a les temps, on a les pronoms, on a les possessifs, et on a les démonstratifs. Ceci, cela. Il n'y en avait pas. Mais on peut s'interroger aussi sur les adverbes. Les adverbes, ils recouvrent des temps, des lieux ou des individus plus ou moins complexes. Bon, ça c'est la première grande notion, c'est la notion de déictique. Quelle est la surface des mots? Quelle est la part de sens que l'on rajoute aux mots dans le contexte? Si je vous dis rendez-vous derrière le lion, rendez-vous devant le lion à midi, si vous êtes à Belfort, vous voyez ce que c'est. Si vous êtes à Besançon, le seul lion qui existe, il est à la citadelle, dans le zoo. Donc d'un côté, vous allez aller dans un zoo, et de l'autre côté, vous allez aller devant une statue. Le sens, vous allez y ajouter quelque chose. Devant le lion, c'est une statue, devant le lion, c'est une cage. Besançon, Belfort ou Mulhouse, si je vous dis rendez-vous devant les lions à Mulhouse, vous allez aller aux autres Mulhouse, aux autres Bâle, aux autres Besançon. Donc ça, premier élément, c'est ce qu'on appelle les déictiques. Et puis il y a un deuxième élément dans cette énonciation. Ce deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la modélisation. La modélisation. Je vais vous raconter ma vie. Je vous ai dit que j'avais sorti il n'y a pas longtemps un article dans un site qui s'appelle The Conversation sur la notion de modélisation. Donc l'explication, elle se trouve dans mes cours, mais vous pouvez chercher ça sur Internet. C'est une information sur l'usage de la modélisation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation? C'est les outils, les moyens grammaticaux qui permettent de donner un avis. Un avis, une opinion, un sentiment. C'est les moyens grammaticaux qui permettent de donner un avis. Il achète du pain. Il achète du pain. Dans cette phrase-là, qu'est-ce que je pense de lui? Qu'est-ce que je pense d'acheter? Qu'est-ce que je pense du pain? Ben, pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment d'avis que je donne sur cette phrase-là. Par contre, je peux marquer mon avis. Celui qui parle peut marquer son avis
sur un de ces éléments-là. Première manière de donner son avis, les variations nominales. Le con achète du pain. Ben là, j'ai donné un sacré avis sur le il. J'ai remplacé le facteur, le voisin, le boulanger, le boucher, par ce con-là. Bien là, j'ai donné un avis. Cet imbécile, l'autre crétin, achète du pain. Dans la phrase numéro 2, j'ai donné mon avis sur cette phrase initiale. La modélisation, c'est regarder comment nous comprenons l'avis de celui qui parle. Comment nous arrivons à comprendre l'avis, l'opinion, le sentiment de celui qui parle. Alors, il fait des variations sur les noms. Il fait des ajouts d'adjectifs. Si je dis par exemple, ce con achète du pain, c'est pas tout à fait le même sens que s'ils disent grand con a rapport à acheter du pain. Ce grand con, il y a un aspect un peu affectif. Il y a un aspect un peu affectif dans le grand con qu'il n'y a pas dans le con. Le facteur achète du pain, cet idiot de facteur, variation nominale. Il achète du pain moisi, bah, c'est un qualificatif sur le pain. On peut rajouter des noms, des adjectifs qui donnent un avis. Comment je peux rajouter un avis par des adverbes? Il achète encore du pain. Il achète trop de pain. Mais le trop, il y a un aspect excessif dans le trop. Dans le encore, la répétition donne un avis. Il y a un aspect excessif dans le encore. Donc je peux utiliser les adverbes qui fait qu'on comprend un surplus de sens. Il achète encore du pain. Il achète trop de pain, cet homme-là. La différence entre il boit trop, vous voyez où elle est, il boit trop. Ben, dans le deuxième cas, il y a un ajout qui est qui montre un sentiment. Qu'est-ce que nous avons encore comme procédé? Eh bien, nous avons les répétitions. Il achète du pain. Et entre il achète du pain et il achète du pain, voilà. On voit on considère quand même, c'est un peu exagéré, quoi. Il achète du pain. Il achète encore du pain. La répétition, elle amène un surcoût de sens, un surplus de sens. De même que les inversions. Du pain, il a encore acheté. Il a acheté du pain. Du pain, il a acheté. Vous vous rendez compte, ce con, il a acheté du pain, il a acheté. Il a acheté. Inversion qui amène qu'on a l'impression d'un sentiment quelconque. Exclamation. Il a acheté du pain. Il a acheté du pain. Et ces éléments-là, l'exclamation, se restitue par une intonation particulière, par un rythme particulier. Et si je dis il a acheté du pain, si je dis il a acheté du pain,
Ah, bah, c'est sûr qu'il y a quelque chose à comprendre en plus dans la deuxième. Il a acheté du pain. Il a acheté. Oui. Voilà. Ouais, il y a une accentuation qui se rend simplement par l'exclamation en français, mais en fonction de l'exclamation, de la tonalité qu'on donne, il faut essayer de comprendre le sens qui pourrait se cacher derrière. Je donne mon avis. Je donne mon avis par ces procédés-là. Bon, bah, puis il y en a encore plein d'autres, mais on verra ça donc lors de notre prochain cours. Il y a l'usage d'un vocabulaire particulier, de verbes particuliers. Il y a l'usage du passif. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais je continuerai lors de notre prochain cours sur cette dimension-là. Moodle, mon cours de grammaire, chapitre 5, et énonciation. C'est tout pour aujourd'hui.